Dans la nuit étoilée on pouvait apercevoir une étoile qui se démarquait des autres de par sa taille et sa luminosité comme pour annoncer l'arrivée d'un être spécial et en bas on pouvait entendre le pleur d'un bébé. À l'extérieur d'une maison entourée des pièges la voix d'un bébé qui pleurait. Dans la maison on pouvait voir des animaux abattus suspendus sur le mur de la maison et une main prenait une hache. Et ouvrant la porte de sa maison l'homme se tenait debout, hache à la main pour aller voir d'où provenait le bruit. En sortant l'homme disait qu'il s'était retrouvé chez un chasseur pensant aux bandits. S'approchant d'où provenait le bruit prenant une posture pour ne pas être repéré il pensa vu qu'ils avaient évité tous les pièges et caché leur présence, ce n'étaient pas des voleurs ordinaires mais qu'ils ne pouvaient pas tromper ses oreilles. En entrant précipitamment dans l'écurie il pensait qu'il pouvait les tuer tous en un claquement de doigts. Réalisant qu'il n'y avait personne, il se fit une remarque que depuis qu'on leur avait dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant qu'il entend des fantômes. En regardant à côté il vit la cause de tout ce bruit c'était un bébé couché à côté. Il se précipita porta son oreille au visage du bébé pour sentir si ce dernier respirait encore, sentant que ce dernier respirait encore, il fut soulagé il l'embrassa montrant son affection et son soulagement. Sa femme entra et demanda à son mari si quelque chose n'allait pas et pourquoi toute cette agitation et le mari demanda à sa femme si toute cette agitation l'avait réveillé. Et sa femme lui demanda pourquoi il tenait un enfant. Hésitant il répondit à sa femme il pensait que c'était maintenant leur enfant. Quand quelque chose de magique s'est produit, quand il a ouvert les yeux et agité ses mains, un vent soudain a soufflé, rassemblant les nuages. Peu après, la pluie a commencé à se déverser de ces nuages. La terre sèche est devenue luxuriante et les villageois ont chanté des chansons de bonheur. Il a également protégé le village des dangers qui le menaçaient et avec ses pouvoirs mystiques, la paix est revenue au village, et les gens n'avaient plus soif ni faim. Mais il n'a pas cessé de chercher pour les habitants du village. Les gens considéraient que ses capacités étaient magiques et donc ils l'appelaient mage. Une voix demanda au garçon s'il lisait et on pouvait voir le garçon fermer un livre intitulé L'histoire du roi mage. Le garçon s'appelait Chiron Arian, le garçon avait 12 ans et c'était son père Vince Arian 40 ans. Et le père prit son fils dans ses bras en disant qu'il était si mignon et rajouta qu'il avait fini de couper du bois, qu'il pouvait rentrer à la maison pour manger. Et l'enfant posa une question à son père pour savoir comment on utilisait la magie. Et le père répliqua, « Quoi la magie ?» et pensa que c'était le genre de livre qu'il avait offert à son fils. Le père répondit à son fils en riant qu'il n'y avait pas vraiment de magie mais s'il pouvait tuer un ours avec une flèche ou s'il pouvait couper des arbres d'un seul coup de hache, c'était de la magie. Et on pouvait voir deux enfants qui disaient que c'était Monsieur Vincent et Chiron. Et que Chiron n'arrêtait pas de lire des livres, même quand on lui demandait s'il voulait jouer. Et il rajouta c'était quoi ce gros livre et il se demandait s'il savait vraiment lire. Qu'il était si maigre, qu'il ne ressemblait en rien à Monsieur Vincent et ajouta que sa mère lui avait dit qu'ils l'ont récupéré quelque part, peut-être qu'il a été abandonné parce qu'il était trop bizarre et pendant qu'il disait tout cela le père et le fils les écoutaient. Et le père pensa en serrant la main comment osait-il dire ça à son fils. Il tourna sa tête du côté de son fils. Et dit si tu pouvais couper des arbres d'un seul coup de hache. Et l'enfant répondit avec le plus beau de sourire que ça sera magique n'est-ce pas? Le père appela son fils et lui dit que vu qu'il l'avait aidé avec le travail ils iront en ville ensemble demain. Il lui achètera ses fruits préférés et l'enfant ne pouvait pas contenir sa joie. Et le père intérieurement demanda pardon à son fils d'être un mauvais père. Et continuant mais peu importait ce qu'on disait, qu'il était son fils et le fils de son côté se disait intérieurement qu'il voulait en savoir plus sur la magie. La ville dans la campagne du royaume de Tormiacrea. On pouvait voir Chiron heureux et dire que c'était donc ça une ville? Sur la place on pouvait voir deux gens qui vaguaient à leurs occupations puis ils s'arrêtèrent et on pouvait voir son père lui dire d'attendre au magasin du grand-père de Martin. Jusqu'à ce qu'il ait fini avec ses affaires. Et ajouta juste pour rappel qu'il ne pouvait pas aller dans une ruelle louche ou rencontrer des nobles et le fils dit à son père de ne pas s'inquiéter et on pouvait voir le père s'éloigner de son fils. Chiron écrivait quelque chose et on pouvait entendre une voix dire mon Dieu tu sais vraiment écrire et le grand-père le remercia et dit qu'il n'avait pas besoin de faire ça et Chiron répliqua qu'il voulait aider. Le grand-père pensa quel enfant intelligent, surtout pour son âge et pourtant leur petit Martin était le fauteur de troubles de la ville. Et l'enfant demanda au grand-père s'il connaissait la magie et le grand répliqua « Comment est le trafic ?» feignant de ne rien comprendre. L'enfant embarrassé montrant son livre dit non. La magie. Comment on utilise la magie? Et le vieux en riant lui dit tu parles de la magie.
Visualisant la chaîne d'intérêt des enfants, dragons, héros, mages, arcs ou fusils, on pouvait voir Chiron attendre la réponse du vieux avec impatience. Et le vieux répliqua qu'il ne savait pas grand-chose sur la magie, mais cet endroit là-bas a beaucoup de livres qui en parlent, en montrant du doigt une librairie. On pouvait voir l'enfant courir vers la direction de la librairie avec joie et hâte, et on pouvait entendre le vieux lui dire de revenir une fois qu'il aura fini de regarder, et Chiron lui répondit qu'il revenait tout de suite. Restant seul, le vieux riant et dit qu'il avait l'habitude de lire des contes de fées comme celui-ci quand il était enfant, que ça le rendait nostalgique, mais en jetant un œil sur ce que Chiron avait l'habitude de lire, il s'exclama: qu'est-ce que c'était que ça? Il se rappela que Chiron lui avait demandé comment utiliser la magie. Après ça, on pouvait voir deux mains et une voix dire: qu'est-ce que tu crois prendre avec tes sales pattes? C'était une femme furieuse qui grondait Chiron, et il demanda à la femme s'il ne pouvait pas jeter un coup d'œil aux livres. Et la femme répliqua que ces livres hors de prix n'étaient pas faits pour les paysans, que ce n'étaient pas les mêmes que les bouquins vendus dans les autres magasins. Et ajouta qu'elle ne pouvait pas le laisser salir un livre et le faire paraître usé, et Chiron pensa que c'était trop cher et il se demanda où son papa achetait ces livres, et derrière un homme posa la question de savoir si tous les livres qu'il avait commandés étaient ici. Et la femme lui dit qu'ils étaient arrivés. Comment devait-elle le contacter pour les faire livrer? Le monsieur était le majordome en chef, et derrière eux on pouvait voir Chiron feuilleter rapidement un livre et dire intérieurement que c'était le même livre, qu'il n'y avait pas grand-chose de plus. Une fois dehors, il dit qu'il n'aurait jamais pensé que lire des livres serait si difficile, en reniflant ses mains parce qu'il venait de le laver. Il vit un homme transportant des livres et se mit à le suivre en pensant que c'était un noble, et se demandait où il les emmenait. Et c'est alors qu'il a vu le monsieur qui jetait les livres. Il resta étonné, ne pouvant pas croire et accepter ce qu'il voyait. Il était devant une poubelle de livres, et c'est là qu'il comprit et dit: c'était donc là que son père obtenait ses livres en touchant un livre. De loin, il regardait deux nobles discuter et il voulait savoir la différence entre eux et lui. Et il se rappela de ce que son père lui avait dit de ne pas parler aux nobles. Il se demanda pourquoi c'était bon pour eux mais pas pour lui, et une main saisit Chiron. On pouvait voir un garde lui dire que ce n'était pas un endroit où des enfants comme lui devaient se promener seuls. Et ajouta qu'au-delà de cette porte se trouve une zone à laquelle seuls les nobles ont accès. Et il demanda au garçon d'où venait-il et où étaient ses parents. Et Chiron répondit que son père était à côté. Et l'autre garde dit qu'il le trouvait un peu suspect, qu'il ne ressemblait pas à un enfant qui vivait dans ce quartier, que c'était probablement un orphelin. On pouvait voir Chiron avoir des sueurs froides, et le garde ajouta qu'il était peut-être même un garçon de course pour les bandits. L'autre se tournant et dit à Chiron qu'il devait aller avec eux, mais le garde remarqua que Chiron n'était plus là, juste sa veste. Ils se mirent à le chercher et se demanda où il était passé, et l'autre dit qu'il avait laissé un gamin se barrer. Qu'il faisait honte. Et on pouvait voir Chiron essoufflé et se cachant derrière des fleurs, et il cherchait à savoir s'ils étaient toujours là en enlevant quelques feuilles sur sa tête avec un air triste. Il se fit la remarque que son père allait le gronder en regardant ses vêtements, et il lui manquait une paire de chaussures, qu'il trouva rapidement. Pendant qu'il mettait son pied dans sa chaussure, il écouta une voix derrière le mur qui posait la question de savoir c'était quoi la magie, et que ça sera le sujet du jour. Et une autre voix répondit: non monsieur le directeur, laissez-nous vous voir tirer du feu à la place, et on pouvait lire la surprise sur le visage de Chiron. C'était une école de magie, et le directeur répliqua qu'il pourrait avoir des ennuis s'ils allumaient un feu dans l'école. Cependant, s'ils répondaient correctement à sa question, il leur montrera de la magie. Et le directeur continua et dit: selon vous, quel est le talent le plus important lorsqu'il s'agit d'apprendre la magie? Une voix cria le savoir, une autre dit qu'il fallait travailler dur, après tout, il faut étudier la magie toute sa vie, et une autre dit l'argent. Il avait entendu dire qu'il y avait beaucoup de choses à acheter, et pendant tout ce temps le directeur ne faisait que rire. Et le directeur dit que personne n'avait encore donné la bonne réponse. Chiron Arian pensa que ce n'était pas le savoir, le travail ou l'argent. Il fallait être un noble ou quelque chose comme ça. Le directeur ajouta que le plus important quand il s'agit d'apprendre la magie, c'était l'intuition. Un élève demanda au directeur c'était quoi l'intuition, et le directeur répliqua: y avait-il quelqu'un ici qui ne savait pas ce qu'est un plus un? Un élève répliqua qu'il ne le savait pas, que c'était évidemment deux, et le directeur rétorqua: quelqu'un pouvait-il lui expliquer pourquoi c'était deux? Et les élèves ne purent lui expliquer, et le directeur ajouta que ce sentiment étrange qu'ils avaient en ce moment est ce qu'on appelle l'intuition, et ajouta qu'il fut un temps où les gens ne savaient pas que 1 + 1 était égal à 2 et que beaucoup de personnes ont travaillé dur pour le prouver. Et ajouta mais malgré l'absence des preuves concrètes, ils étaient capables de comprendre que 1 + 1 est égal à 2, c'était parce que c'était une loi qui a toujours existé en ce monde.
C'est pourquoi ils n'avaient pas besoin de l'apprendre, car ils étaient capables de le ressentir et de l'accepter, et ajouta parce que la magie était aussi une loi qui existait dans le monde depuis le début, ils étaient capables de le ressentir et de l'accepter dans son intégralité grâce à l'intuition. Et concluant que c'était pourquoi l'intuition était plus efficace que le savoir et plus rapide que le travail, un élève répliqua que ça ferait de quelqu'un un génie, et le directeur riant affirmant et dit s'il affinait son talent, il pouvait aussi devenir ce genre de mage, et s'adressant à Chiron dit c'est vrai. L'enfant debout derrière le mur. Et ajouta qu'il aimerait entendre ce qu'il en pensait. Chiron paniqua et se dit intérieurement il m'a remarqué. Et réfléchissait s'il devait s'enfuir ou répondre et se dit qu'il était dans un sale état et ajouta qu'il savait ce qu'ils allaient le faire, c'est alors qu'une pensée était venue à l'esprit de Chiron et que s'il n'escaladait pas ce mur tout de suite, il le regretterait pour toujours. Arrivé au-dessus du mur on pouvait lire l'étonnement sur son visage. Il y avait là une école et sous un arbre un monsieur entourait de ses élèves et le directeur lui posa la question de savoir s'il était venu pour tenir compagnie à un vieil homme. C'était le directeur de l'école de magie Alphéamir, mage certifié de niveau 4. On pouvait voir Chiron au-dessus du mur essoufflé. Fermant les yeux rassemblant tous ses efforts et il sauta de l'autre côté du mur. Une fois de l'autre côté, Chironé ressentit une légère tension. Un élève signala aussitôt au directeur qu'il n'était pas un noble, mais un simple roturier. Un autre lui affirma qu'il n'avait pas sa place ici, tandis qu'un troisième alla jusqu'à le chasser sans ménagement. Malgré cela, Chironé resta calme et silencieux. Le directeur l'invita alors à s'approcher et lui demanda ce qu'un vieil homme avait pu dire pour éveiller son intérêt. Chironé répondit qu'il voulait voir de la magie. Intrigué, le directeur lui demanda s'il n'en avait jamais vu auparavant. Chironé secoua la tête et expliqua qu'il n'en connaissait que les descriptions des livres, mais qu'il n'en avait jamais été témoin en réalité. Un élève, sceptique, l'accusa de mentir. Quel roturier savait lire des livres? Chironé s'inclina légèrement et répondit que cela importait peu. Il supplia alors, « Montrez-moi, s'il vous plaît. » Le directeur éclata de rire et déclara que ce n'était pas bien compliqué. Il annonça qu'il allait exécuter un sort capable de créer du vent, ce qui suscita l'enthousiasme des élèves. À ces mots, Chironé se crispa intérieurement. Du vent, pensa-t-il en serrant le poing. Tandis qu'il réfléchissait à la manière dont le vent pouvait être généré, une bourrasque soudaine balaya la cour, soulevant Chironé et tous les élèves dans les airs. Si ces derniers s'amusaient de la situation, Chironé, lui, fut saisi de terreur. Alors qu'ils atteignaient une certaine hauteur, la descente commença. Pris de panique, Chironé hurla, convaincu qu'il allait s'écraser. Il ferma les yeux et continua à crier, mais lorsqu'il les rouvrit, il se rendit compte qu'il flottait doucement. Autour de lui, les autres riaient de son effroi. Le directeur, amusé, lui demanda, « Alors, comment c'était ?» avant d'ajouter en riant, « C'est ça, la magie. » À bout de souffle, Chironé balbutia, « C'était, ça, la magie. » Le directeur chercha ses mots pour lui répondre, mais Chironé le coupa, déterminé, « Peu importe si je ne comprends pas tout, mais, dites-moi la vérité. » Un élève s'indigna de son ton jugé irrespectueux envers le directeur, rappelant que même les professeurs ne lui parlaient pas ainsi. Pourtant, le directeur, loin de se vexer, observa Chironé avec surprise. Ce dernier, imperturbable, resta silencieux. Amusé, le directeur déclara qu'il allait lui expliquer la magie d'une manière plus complexe, un mage agit en dehors du bon sens. D'une certaine manière, la magie est une opération mentale qui cherche à explorer la vérité de la réalité. Il ajouta que si cela semblait trop difficile à comprendre. Mais Chironé le coupa encore, c'est une réalité irrationnelle. Mais peut-être qu'à travers elle, on se rapproche de la vérité? Le directeur rit et demanda, c'est aussi écrit dans les livres? Chironé répondit par la négative avant de préciser qu'il avait relevé des similitudes entre certains ouvrages. Il poursuivit en expliquant que de nombreuses théories, jugées irrationnelles à leur époque, avaient fini par être acceptées comme de nouvelles vérités. Il conclut, peut-être que la vérité se cache dans l'irrationnel. Le directeur, intrigué, répondit par un vague, peut-être. Chironé en profita pour demander, que dois-je faire pour apprendre la magie? Le directeur, impressionné, pensa que ce garçon était brillant. Il avait soif de vérité et cherchait à comprendre par lui-même. Peut-être qu'il en était capable? Cependant,
au lieu de répondre par des mots, il choisit de lui montrer. Il fit appel à un élève et lui demanda d'entrer dans la zone d'esprit. L'élève acquiesça immédiatement, « Oui, directeur. » Chironé fronça les sourcils. Zone d'esprit, pensa-t-il. Le directeur demanda alors à l'élève combien de pièces il tenait dans sa main. « Si, » répondit-il sans hésitation. « Exact, » confirma le directeur. Chironé, stupéfait, s'interrogea, « Comment est-ce possible ?» Le directeur expliqua, « Lorsqu'un magicien se concentre, son esprit devient extrêmement sensible à ce qui l'entoure. On dit que les plus talentueux sont même capables de compter les feuilles d'un arbre à distance. » L'élève ajouta, « Maintenant, il y en a 3. » Le directeur poursuivit, « Un mage qui entre dans la zone d'esprit perçoit le monde extérieur avec une clarté surnaturelle, et à terme, il parvient à dominer la réalité elle-même. Elle n'a pas compté les pièces une par une. Elle les a perçues en un instant. » Puis il déclara que tout le monde pouvait s'y entraîner. Commence par trouver un endroit calme. Sens-toi toi-même, puis efface cette sensation. Quand tu y parviendras, un nouveau monde s'ouvrira à toi. Chironé réfléchit et répondit, « Si je ne peux pas me sentir moi-même, alors je ne peux pas m'effacer non plus. » Le directeur, une fois encore surpris, lui demanda s'il voulait tenter l'expérience immédiatement. Il savait que si Chironé échouait à entrer dans la zone d'esprit, il ne pourrait jamais apprendre la magie. Chironé ferma alors les yeux et se concentra. « Qu'est-ce que moi-même ? Mon cerveau, pensa-t-il. Non, ce n'est qu'un organe. L'essence et la réalité que je perçois ne dépassent pas les limites de mon cerveau. Ce n'est pas une question de définition, mais de ressenti. » Il s'efforça alors d'effacer peu à peu tout ce qui constituait sa perception de lui-même. Ce n'était pas son existence qui devenait plus sensible, mais seule sa conscience pure restait. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, le directeur lui demanda, « Alors, qu'as-tu ressenti ?» Chironé répondit doucement, « Le son. J'ai entendu tous les sons. » Le directeur hocha la tête, « C'est bien. Comme je le pensais, tu n'y es pas encore parvenu. Mais c'est un bon début. » Il poursuivit, « Dans la zone d'esprit, tout se situe dans une autre dimension. On parle de synesthésie, entendre les couleurs, goûter la lumière, sentir les formes à travers la peau. Continue de t'entraîner et un jour, tu percevras encore plus de sons. » S'adressant aux élèves, il déclara que le cours était terminé et leur ordonna de retourner à l'école. Chironé se retrouva seul, tandis que le directeur, pensif, trouva cela regrettable. Quel enfant talentueux, songea-t-il. S'il était né noble et avait bénéficié d'un enseignement dès son plus jeune âge, n'aurait-il pas pu accomplir des prouesses similaires à celles des autres élèves? Mais après tout, le monde regorge d'enfants talentueux. Pendant ce temps, Chironé escalada le mur. À bout de souffle, il murmura avec excitation, « ça a vraiment marché. » Chironé perçut un bruit immense, assourdissant. C'était donc ça, la zone d'esprit? Il se sentit éclater en 1000 morceaux, dispersés aux 4 coins du monde. Il était le monde lui-même, et cette immensité infinie le fit frissonner. Ce ne fut qu'un instant, mais durant cet instant, il s'était échappé de son corps, il était devenu l'infini. Soudain, il heurta quelqu'un et s'effondra au sol. « T'es qui, toi ?» demanda une voix agacée. L'homme l'attrapa par le col, le soulevant légèrement. « T'as perdu la tête ? Tu crois qu'il suffit de percuter quelqu'un sans conséquence ? Une compensation, ça te parle ? » « Je suis désolé, » répondit Chironé d'une voix faible. « Désolé ? Tu crois que ça suffit, tes excuses ? T'es avec le gang des loups, hein ? T'es venu pour me tuer, c'est ça ? » Une voix féminine s'éleva derrière eux. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » L'homme se tourna et afficha un sourire mielleux. « Mademoiselle Amie ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous vous ennuyez encore ? » Mademoiselle, pensa Chironé. C'est une noble ? Il leva les yeux vers elle. Elle a l'air si jeune. L'homme désigna Chironé d'un geste du menton. Ce sale bâtard a essayé de tuer quelqu'un. Je voulais juste lui donner une bonne leçon. Ce n'est pas vrai, protesta Chironé. Je l'ai juste bousculé par accident.
L'homme lui asséna un violent coup de genou dans l'estomac. Arrête de raconter des conneries. Tu crois vraiment que quelqu'un va te croire? Chironé s'effondra au sol, toussant bruyamment. Maintenant, tu vas devoir me dédommager, gamin. D'ailleurs, où est ta mère? Il le toisa avec un rictus cruel. Ramène-moi cette femme qui s'est cachée après avoir mis au monde un dégénéré comme toi. Chironé releva lentement la tête et planta son regard dans celui de son agresseur. Oh, fit l'homme en arquant un sourcil. T'as changé de regard, là. T'es devenu fou ou quoi? Il lui asséna un violent coup de pied au visage. L'espèce de connard arrogant. Vas-y, refais ça encore une fois pour voir. Ils se mirent à le rouer de coups. Doucement, les gars, rigola l'homme. Faites pas trop de bleu. Arrêtez, vous allez le tuer, intervint Ami. Elle s'accroupit à côté de Chironé. Né, ça va? Je n'ai rien fait, murmura-t-il en larmes. Ami soupira. Pourquoi on ne s'arrêterait pas là? Vous n'avez pas mieux à faire? Puis, un sourire amusé se dessina sur ses lèvres. Vous savez quoi? Si vous voulez vous amuser, pourquoi ne pas le vendre au village du Sud? C'est juste un roturier, personne ne s'en souciera. À ces mots, Chironé sentit la panique l'envahir. Quoi? Maman? Papa? Ami observa le garçon tremblant et eut une pensée fugace. Un esclave ne doit pas avoir de défaut. On devrait vérifier, proposa-t-elle. Bonne idée, ricana l'un des hommes. Ils s'approchèrent de Chironé. Allez, enlève tes fringues, qu'on fasse un shake-up. Chironé recula instinctivement. Quoi? Tu veux encore prendre des coups? Derrière eux, Ami fronça les sourcils. L'enlever. Qu'est-ce qu'ils essaient d'enlever? C'est taré. Elle croisa les bras. Je voulais juste voir son visage, c'est tout. Je comptais le laisser partir après lui avoir mis quelques coups. Mais Chironé ne semblait même plus les entendre. Il restait immobile, comme perdu dans ses pensées. Les hommes ricanèrent, mais soudain. Tout se figea. Une mouche suspendue dans l'air. Un oiseau en plein vol, prêt à fondre sur sa proie. Chironé venait d'entrer dans la zone d'esprit. Chironé pouvait tout ressentir. Chaque mouvement, chaque souffle autour de lui semblait clair et distinct. Et c'est alors qu'il réalisa, il était dedans. Ses pensées vagabondèrent vers le directeur, son sort devant, sa mémoire. Né, t'es sourd ou quoi? Hurla l'homme en le secouant par le col. Tu crois que je plaisante? Mais Chironé ne réagit pas. Son esprit était ailleurs, concentré sur quelque chose d'invisible aux yeux des autres. Ami, quant à elle, remarqua soudain quelque chose d'anormal. Va arrêter! Cria-t-elle. Trop tard. D'un geste instinctif, Chironé activa son sort. Un tourbillon jaillit de nulle part, emportant tout sur son passage. Quand tout redevint silencieux, Chironé se retrouva seul. Il leva lentement la tête, stupéfait. Dans ses yeux, le reflet des corps projetés dans les airs. Il retombait, inexorablement. Les cris de douleur résonnèrent. L'un d'eux s'était fracturé le bras, un autre la jambe, hurlant à l'aide. Deux autres étaient inconscients. Ami, elle, avait atterri sans une égratignure. Elle posa son regard perçant sur Chironé. Qui es-tu? Où as-tu appris la magie? Comment un simple roturier? Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Alertée par le bruit, des passants accouraient déjà. Ami ne perdit pas une seconde. À l'aide d'un sort, elle s'éleva dans les airs et s'enfuit. Chironé, abasourdi, la regarda disparaître. Comment fait-elle pour se déplacer comme ça? Derrière lui, des voix s'élevèrent. Quelqu'un est à terre. Il se retourna. Les blessés gémissaient au sol. Ils n'écouteront rien de ce que j'ai à dire, pensa-t-il. Alors, sans attendre, il prit la fuite. Il courait, aussi vite qu'il le pouvait. Et tandis que le vent fouettait son visage, une pensée lui traversa l'esprit. Papa, ce monde est cruel. Pendant ce temps, dans une luxueuse demeure noble. La maison des Carmis.
Une voix furieuse retentit. Je n'arrive pas à croire qu'on ait été battu par ce gamin. Assis face à elle, le chef de famille, Chakora Karmi, la regarda calmement. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Tu as encore séché les cours? Ami haussa les épaules. J'ai déjà appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Chakora soupira. Même un génie peut être pris de court s'il devient négligent. Son ton était sévère, mais elle restait impassible. Ce qui l'étonna. Puis, sans prévenir, Ami le fixa et demanda. Père, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille dans une académie de magie? Elle marqua une pause, puis ajouta. Peux-tu me le présenter? On entendait son père l'appeler, le cherchant à travers le vent glacé. Sa mère répondit calmement. Il est parti à la zone d'abattage. Pour prendre du bois, il a dit. Son mari s'arrêta net. Quoi? Il neige encore, et il est sorti couper du bois. Sans attendre, il ajouta. Je vais le chercher. Alors qu'il marchait, ses pensées vagabondèrent. Au printemps dernier, quand j'ai emmené Chironé en ville pour la première fois. Ce jour-là, il avait failli le perdre. Chironé avait simplement dit qu'il s'était égaré. Mais, qu'était-il vraiment arrivé? Au cœur de la forêt, un arbre portait d'innombrables marques de coups. Face à lui, Chironé, une hache à la main, haletant. Son esprit revint à cette magie qu'il avait invoquée ce jour-là. Depuis, il n'avait jamais réussi à la reproduire. Cette magie qui s'était manifestée spontanément, sans qu'il ne comprenne comment. Il n'avait aucun moyen de la maîtriser. Il ne possédait ni méthode, ni enseignement. Mais, il pouvait entrer dans la zone d'esprit. Il ferma les yeux et se laissa guider. Lorsqu'il pénétra dans cet état, tout lui sembla différent. Il pouvait ressentir l'arbre. Chaque aspérité de son écorce, la texture de son bois, son parfum. Puis, une lueur attira son attention à l'intérieur du tronc. Il ne savait pas pourquoi, mais il savait. Il leva la hache et frappa précisément à cet endroit. Une fissure parcourut l'arbre de haut en bas. D'un seul coup, il s'effondra. Même ça. C'est de la magie, pensa-t-il. Derrière un autre arbre, son père observait en silence. Ébahi. Un coup de tonnerre. Il resta caché, incapable de détourner le regard. Chironé, lui, se mit à scier le tronc abattu. Je l'ai enfin réussi, pensa-t-il. Parmi des centaines d'arbres. Son esprit revint encore à ce jour-là. Cette magie incontrôlée? Son père, quant à lui, le regardait toujours, les yeux embués de larmes. Dans ses mains tremblantes, il serrait un livre. Je n'ai pas besoin de chance, se dit Chironé. Mais de véritables connaissances. Pour l'occasion qui viendra un jour. 3 ans passèrent. Chironé se tenait devant un nouvel arbre. Il inspira profondément et saisit sa hache. Il ne pouvait pas voir l'arbre comme avant. Mais il n'avait pas besoin de ses yeux. Il devait ressentir avec eux. Prenant de l'élan, il abattit sa hache. L'impact suivit un schéma précis, point par point. Puis, en un seul coup, l'arbre s'effondra. Il soupira. J'ai failli rentrer après une journée entière de méditation. Après 5 heures passées dans la zone d'esprit, Chironé ne faisait plus qu'un avec son environnement. Il ressentait tout. Le frémissement des buissons, les vers se tordant sous terre, les arbres absorbant l'humidité à travers leurs racines. Il repensa aux paroles du directeur. Lorsque tu y parviendras, un tout nouveau monde s'ouvrira à toi. Un monde différent, pensa-t-il. C'est une bonne façon de le décrire. Le dos chargé de bois, il rentra chez lui. À son arrivée, il aperçut des chevaux blancs et une calèche élégante devant la maison. Des invités? En franchissant le seuil, il annonça son retour. Je suis rentré. Puis, surpris, il demanda à son père. Tu es déjà là? Son père leva les yeux vers lui. Tu es rentré, Chironé. Viens saluer notre invité. Il désigna un homme bien habillé à ses côtés. Voici l'assistant majordome de la maison Doge. L'homme inclina légèrement la tête. Mon nom est Temurant.
Ravi de faire votre connaissance. Chironé s'inclina respectueusement en retour. Je m'appelle Chironé. Mais le majordome ajouta sans détour. Je suis venu pour vous rencontrer. Un frisson parcourut Chironé. Pourquoi quelqu'un travaillant pour une famille noble s'intéresse-t-il à moi? Temurant le détailla du regard, puis s'approcha pour examiner son visage. Savez-vous lire? Demanda-t-il. Chironé répondit calmement. Un peu. J'ai appris en lisant ici et là depuis mon enfance. Le majordome le retourna d'un geste, l'inspectant sous différents angles. Intrigué, Chironé demanda. Que faites-vous? L'homme ne répondit pas immédiatement, puis lâcha enfin. Vous avez bonne réputation. Fils de bûcheron, mais lettré. Un garçon prometteur. Chironé fronça les sourcils. Il ne comprenait pas où voulait en venir cet homme. Avez-vous l'intention de travailler pour la maison Doge? Chironé cligna des yeux. Quoi? Le majordome expliqua. Nous devons déménager les ouvrages de la grande bibliothèque du manoir. Il y a environ 10 000 volumes, certains extrêmement précieux. 10 000 livres? Chironé sentit son cœur s'emballer. Une bibliothèque? Si c'était celle de la maison Doge, alors elle devait regorger de savoirs inestimables pour un mage. Mais Temurant ajouta, d'un ton plus grave. Seule votre famille est au courant. Si ne serait-ce qu'un de ces livres fuitait, ou si la moindre rumeur se répandait. Il marqua une pause, puis déclara froidement. Votre famille serait exécutée. Chironé sentit un frisson le parcourir. Il tourna un regard inquiet vers ses parents. Alors, c'est pour ça qu'il semblait préoccupé. Le majordome continua. Mais puisque vos vies sont en jeu, nous vous offrirons une somme conséquente en échange. Il se tourna vers le père de Chironé. Ce sera une somme que vous ne pourriez jamais obtenir en chassant. On dirait que prendre soin de votre fils en valait la peine, n'est-ce pas? Le père de Chironé serra les poings. Je n'ai pas accepté cette proposition pour l'argent. Gronda-t-il. Ses yeux brillaient d'une colère contenue. Tout ce que je voulais, c'était que Chironé ait une chance de réaliser son rêve. Temurant éclata de rire. Son rêve? Vous pensez sérieusement qu'il pourra faire carrière? Vous vous bercez d'illusions. Il pencha légèrement la tête. Si ce n'était pas pour l'argent, pourquoi m'avoir supplié d'utiliser votre fils? Le père de Chironé répondit sans hésiter. Parce qu'il voulait lire ses livres. Le majordome haussa un sourcil. Lire, dites-vous? Même s'il en a la capacité, cela ne signifie pas qu'il pourra tout maîtriser. Puis il ajouta, avec une pointe de mépris. Vous prétendiez vouloir qu'il réalise ses rêves. Alors pourquoi lui avoir menti? Le visage du père de Chironé se figea. Une terreur sourde s'empara de lui alors que des souvenirs ressurgissaient. Il se revit, des années plus tôt, lorsqu'il avait découvert que Chironé savait lire. Sa femme lui avait assuré qu'on lui avait juste appris quelques mots pour s'amuser. Mais après ses 6 ans, il s'était mis à lire seul, absorbant chaque page, chaque phrase. Il était curieux, brillant. Peut-être a-t-il du sang noble? S'était-il un jour demandé. Mais aussitôt, il secoua la tête, chassant cette pensée absurde. Non. Chironé est mon fils. Un fils de bûcheron. Il aurait dû apprendre à travailler dans la montagne comme lui. Mais, quand il avait vu son fils prendre cette voie, il avait eu peur. Finalement, l'ai-je élevé pour qu'il suive ma route? Soudain, le père de Chironé tomba à genoux devant le majordome. Avez-vous vraiment besoin d'un roturier sachant lire? Supplia-t-il. Il s'inclina profondément. S'il vous plaît, prenez mon fils. Il lit depuis tout petit, et il est intelligent. Puis, d'une voix tremblante, il ajouta. Mais, laissez-le lire quelques livres, je vous en prie. Un silence pesant s'installa. Puis, revenant à lui, le père de Chironé releva la tête, le regard brûlant. Ses poings se serrèrent. Il fixa le majordome et, d'une voix empreinte de rage, déclara. Je ne veux pas de votre argent. Sa voix tremblait sous l'émotion. Si j'avais su que ça en arriverait là. Il serra les dents.
Jamais je ne vous aurais supplié. D'un geste brusque, il désigna la porte. Sortez. Temuran le fixa, impassible. Le père de Chironé, le souffle court, rugit alors avec une colère incontrôlable. Sortez de ma maison, immédiatement. Le majordome se dirigea vers la porte tandis que le père de Chironé, furieux, s'exclama. Juste parce qu'ils ont un peu d'argent, comment osent-ils nous insulter de la sorte? Le majordome, impassible, pensa qu'il n'y avait rien à faire. Ces gens ne connaissaient tout simplement pas leur place. Mais à ce moment-là, Chironé déclara d'une voix ferme. Je vais le faire. Un silence s'installa. Le majordome, surpris, se retourna tandis que son père cria son nom, comme pour le dissuader. Es-tu sérieux? Demanda le majordome en plissant les yeux. Ce n'est pas une menace en l'air. Tu dois comprendre que la moindre rumeur pourrait signifier ta mort et celle de ta famille. Chironé acquiesça sans hésitation. Je le sais. Mais je veux le faire. Je ne dirai jamais rien. Et même si quelque chose tourne mal, je ne vous blâmerai pas. Le majordome le fixa un instant, puis hocha la tête. Très bien. Je reviendrai la semaine prochaine. Tu as encore le temps de changer d'avis. Mais sache que, dès l'instant où tu mettras les pieds dans le manoir, tu ne pourras plus partir avant la fin du travail. Derrière lui, son père éclata. Pourquoi acceptes-tu? Ces nobles ont juste besoin de quelqu'un de sacrifiable. Tu es trop naïf, alors refuse. Je prendrai la responsabilité. Mais Chironé, les larmes aux yeux, lui répondit avec un sourire tremblant. Papa. Merci de m'avoir offert un tel cadeau. Son père resta puis, submergé par l'émotion, il pleura à son tour. Il prit son fils dans ses bras et murmura. Ne t'inquiète pas. Qui a dit que je ne pouvais pas te protéger? Il posa ses mains sur ses épaules, le regard rempli de détermination. Vas-y, et reviens. Je veillerai sur notre famille, je ne laisserai personne te faire du mal. Et en son fort intérieur, il se demanda, ai-je enfin agi comme un bon père? Pendant ce temps, la mère de Chironé pleurait silencieusement, et lui sanglotait contre son père. Une semaine plus tard. Signez ici, s'il vous plaît, dit un homme en tendant un document au père de Chironé. Celui-ci prit le temps de lire, puis, après un moment d'hésitation, apposa sa signature. Il resta immobile quelques secondes, le regard vide. Bien, déclara le majordome. Nous sommes pressés, il est temps de partir. L'homme qui s'occupait des documents indiqua à Chironé où ranger ses bagages. La porte se referma derrière eux. À l'intérieur de la calèche, Chironé semblait perdu dans ses pensées. Il ferma les yeux et entra dans la zone d'esprit. Là, il vit ses parents, et ressentit leur douleur. Il tendit la main vers eux, comme pour les toucher une dernière fois. Mais bientôt, la calèche s'éloigna. Il rouvrit les yeux et se força à rester calme. C'est une opportunité unique, pensa-t-il. Mais c'est aussi une épée à double tranchant. Parmi ces gens puissants, pourra-t-il survivre 2 ans en toute sécurité? À côté de lui, un homme lui expliqua. Nous sommes dans le royaume de Torma. Sa capitale est Bachuka. Mais la maison de la famille Hoge se trouve dans la ville de Créa. Il continua. La famille Hoge est une lignée de guerriers. L'ancien chef était un épéiste officiel de classe 3, et l'actuel, Bishop Hoge, est un chevalier de classe 4. En d'autres termes, il contrôle les forces de l'ordre de la ville. Puis il se tourna vers lui et montra un long chemin pavé. Voici la fameuse attraction de la famille Hoge, le grand chemin de marche. Chironé écarquilla les yeux. Impressionnant. L'homme sourit. Déjà effrayé? La famille est remplie de monstres. Un autre homme devant lui lança, agacé. Fais attention à tes paroles si tu veux garder ta tête sur tes épaules. L'homme qui plaisantait avec Chironé l'ignora et lui fit signe de le suivre. Nous devons descendre ici. En marchant, Chironé observa autour de lui et se dit. C'est donc la réalité. Puis son regard se posa sur le manoir imposant devant lui. La famille Hoge. Un noble de 2e classe. On lui montra son logement, qui servait aussi d'office pour les majordomes.
Le majordome en chef l'accueillit. Te voilà. Je vais t'expliquer tes tâches, suis-moi. Oui, répondit Chironé, déterminé. Quand la porte s'ouvrit devant lui, il ne put cacher sa stupéfaction. C'est la grande bibliothèque des Auges. Le majordome en chef lui expliqua. Tous ces livres seront transférés dans la nouvelle bibliothèque. Ton travail est de les organiser. Chaque semaine, une liste te sera donnée. Tu devras retrouver les ouvrages et les regrouper. Le travail commence à 9 heures et finit à 18 heures. Après cela, tu es libre, mais tu ne pourras pas quitter la propriété, ni entrer dans le manoir sans permission spéciale. Puis il ajouta. Un majordome commun t'enseignera les règles. Des questions? Chironé attrapa les papiers qu'on lui tendait. Risquer sa vie en valait la peine. Quand est-ce que je commence? Demanda-t-il. Dès demain. Le lendemain. Chironé, vêtu d'un uniforme de majordome, empilait des papiers sur une table. Il comprenait maintenant pourquoi quelqu'un devait être chargé d'organiser les livres. L'ordre devait être cohérent. Par exemple, où classer l'histoire de l'escrime? Dans la catégorie des techniques d'escrime? Ou bien dans l'histoire générale? L'histoire est l'épine dorsale de la connaissance. Parmi les 10 000 ouvrages, il y avait 850 livres d'histoire. Il allait tous les lire en 2 ans. C'est la clé pour devenir un mage. Mais il devait être discret. Lire en dehors des heures de travail n'était pas officiellement autorisé. Le majordome en chef lui demanda. Tu t'organises bien? Encore des heures supplémentaires? Oui, je fais de mon mieux. Ne t'épuise pas trop vite. Tu as encore un long chemin à parcourir. Chironé acquiesça. Mais soudain, le majordome en chef le fixa attentivement. Il s'approcha, et d'un geste, il enleva un peu de poussière sur son épaule. Dans cette bibliothèque, même le chef de famille et le jeune maître viennent. Fais attention à ton uniforme. Ne dégrade pas l'image des Auges. Puis il ajouta. Tes cheveux, fais quelque chose pour ça. Chironé voulut répondre, mais il n'en eut pas le temps. Seul, Chironé se dit qu'il devait faire attention. 2 ans. Il s'assoupit sur un livre ouvert. Une main le saisit. C'était le majordome en chef. Tenant une lampe, il murmura. Tenir ce livre pendant un mois entier? Quelle perte de temps! Il jeta un regard à Chironé endormi et ajouta, moqueur. Pensait-il vraiment réussir en étudiant? Puis, soulagé. Au moins, ce n'est qu'un idiot qui rêve trop grand.